Bonjour et bienvenue aujourd'hui sur le salon Euronaval dans lequel nous avons derrière nous le plus beau des stands, c'est Airbus. En particulier, cette nouveauté, un avion de patrouille maritime avec un Airbus A321. Et pour ça, on a Alexis qui va nous en parler. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors déjà, ça fait quelques années que ce projet avance. On voit enfin une maquette. Qu'est-ce qu'on voit de nouveau dessus? Alors on a vu une maquette déjà au dernier salon Euronaval. Elle a été un peu différente. Ouais. L'œil exercé pourrait voir qu'on passe d'un A320 à un A321. Oui, donc plus gros. Alors si on regarde en comparaison avec un Airbus A321 classique, on voit qu'il est beaucoup plus plat. Là ça apparaît pas, mais je suppose que c'est pour la possibilité d'avoir des soutes pour pouvoir s'ouvrir, un peu comme sur l'Atlantique 2. Je rappelle, je suis un ancien opérateur sur Atlantique 2, j'étais dans la patrouille maritime, la Marine nationale, c'est mon truc. Ça c'est un super appareil. Du coup on a quelle autonomie? Alors on a toute l'autonomie qu'il faut pour conduire les missions de patrouille maritime. On est au-delà de 6 heures, 8 heures? Globalement, c'est la génération qui va succéder à TL2, donc on va dire que ça fait mieux. Il faut que cette plateforme soit capable de s'adapter au combat, à l'évolution du combat jusque dans les années 2070 peut-être. Ouais. Et donc pour ça, on doit avoir une forte capacité d'évolutivité et puis il faut pouvoir s'adapter aussi aux menaces actuelles. C'est pour ça qu'on a proposé un avion qui peut paraître gros, mais qui permet notamment d'avoir une grande soute dans laquelle on peut mettre tout ce qu'on a besoin de mettre pour ce genre d'opération. Ce qui permet, vous l'avez noté par rapport au dernier Euronaval, il n'y a pas d'emport sous les ailes, oui. Alors que lors du dernier Euronaval, on envisageait d'en mettre à l'époque, mais c'était des études très préliminaires. D'accord, donc il y a quand même des évolutions également sur le design qui sont avancées. Est-ce qu'on garde toutes les technologies qu'il y avait à l'époque? Alors je vois, par exemple ça, pour le profane, cette petite antenne qui est à l'arrière, c'est pas réellement une antenne, c'est un détecteur d'anomalies magnétiques. On reconnaît l'ancien de la Batmar, ce qu'on appelle un MAD. MAD pour détecter les sous-marins lorsqu'ils sont sous l'eau. Donc on a pris cette technologie. Il n'y a pas de technologie actuellement qui permet de supplanter à cette perche. Mais comme beaucoup d'autres fonctions sur l'avion, au fil des décennies, on pourra s'adapter des nouveaux systèmes. Et s'il y a un MAD qui ne nécessite pas une perche, on mettra le MAD sans perche. Parce qu'il faut savoir que les sous-marins, c'est des masses métalliques qui font des milliers de tonnes, qui se trouvent en dessous de l'eau, et donc ça perturbe le champ magnétique terrestre. Donc ça va être capable de le détecter. Sauf que l'avion, lui aussi, il y a un peu de métal à bord, donc on le met autour d'une perche qui est dans un truc non métallique et qui permet d'avoir une capacité de détecter ce qu'il y a en dessous. Donc on verra bien comment ça évolue. C'est exactement ça. Sur le dessus, on voit qu'il y a de la connectivité. Oui. Satellite. Bien sûr. HF, tout ce qu'il faut. Alors il y a une boule optique, mais il n'y a pas de radar? Si, il y a bien sûr un radar. Il y a surtout dans notre proposition, on travaille avec Thales, il y aura des radars, le radar plaque de Thales, okay, qui permettra, avec les plaques qui seront agencées autour, de bénéficier de la dernière technologie de Thales en matière de radar. Et là aussi, c'est un facteur d'évolutivité, puisque un radar électronique comme ça permet de s'adapter de nouveaux modes de fonctionnement dans le futur. Je traduis, ça veut dire qu'il y a des radars à balayage électronique à antenne active, éventuellement en nitrure de gallium, qui est un matériau tout petit qui permet d'être encore plus efficace en émettant moins, c'est-à-dire qu'on est moins détecté par l'autre et quand même on a un retour qui est intéressant. Et c'est exactement la technologie qui commence à mettre sur les hélicoptères d'Airbus Hélicoptères. Absolument. Ça tombe bien, c'est la même maison. Donc on n'a pas besoin d'avoir des protubérances supplémentaires qui provoquent des vibrations, etc. Donc ça aussi c'est une avancée et une nouveauté du salon, quelque chose qu'on ne connaissait pas. On peut peut-être le dire comme ça. Est-ce qu'on sait le nombre de personnes qui seront à bord en termes de taille de l'équipage? Alors la taille de l'équipage, c'est la marine qui va le déterminer, donc on a discuté avec elle pour faire des propositions. Ça dépend aussi des futurs systèmes qui seront à bord. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas calé aujourd'hui, c'est pas défini. Il y a toute une phase de développement à réaliser sur l'avion, qui, si on est choisi, va démarrer l'an prochain. Et puis ce sera le moment de voir tout ça, et notamment tout ce qui concerne l'équipage. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une autre option pour l'instant. L'ADG n'a pas choisi entre Airbus et Dassault. A priori, Airbus est quand même un avion qui est avec un coût d'exploitation qui est moins cher, avec plus de taille à bord. D'après les infos que j'ai, pour l'instant, ils sont plutôt bien partis. Mais on verra ça l'année prochaine. Nous, on n'en sait rien. Ah bah, on verra alors. Moi, à l'époque, c'était aussi un avion avec l'Atlantique 2. On descendait à 100 pieds, 30 mètres d'altitude. Ça va se faire, ça, avec un avion à réaction? Alors ça peut le faire, il faut un peu adapter les lois de vol. On a fait des essais en soufflerie et en simulateur avec d'anciens pilotes d'ATL2. Oui. Et en fait, on arrive à descendre, à voler bas et lent, low and slow, comme on dit. D'accord. Voilà. Alors ensuite, est-ce que le concept d'emploi des ATL, des MPA de demain nécessiteront de voler aussi bas? C'est une autre affaire. Ça dépend de la Marine nationale.
Mais a priori, sous réserve qu'on finisse le développement et puis qu'on fasse l'avion, a priori c'est possible. Oui. Bon, enfin, en tout cas, on est confiant. Dans tous les cas, c'est une évolution que les États-Unis ont déjà fait. Ils avaient le P3C qui était un avion turbopropulsé. Ils sont passés au P8 qui est un avion à réaction également. Donc cette évolution, elle est logique, elle se fait partout dans le monde, dans tous les cas. En termes de capteurs, je vais quand même faire un petit focus. On se doute bien qu'il y aura des systèmes de guerre électronique. On se doute bien que cet avion il sera protégé. Il y aura des lance-leurres, il y aura des détecteurs de laser, etc. En tout cas, on voit que c'est une belle machine. Et la petite caméra infrarouge qui est ici. Voilà, les choix ne sont pas arrêtés, mais en tout cas, on attend ça rapidement. C'est quoi les délais de mise en œuvre, on espère? Alors, il faut qu'on réponde aux besoins de la marine, et c'est avant 2035, vers les années 2035. Donc ça reste ensuite à caler définitivement, mais avant qu'il faut que la DGA fasse un choix entre les deux. Ok, allez, on continue. On arrive sur l'Eurodrone dont on parle depuis assez longtemps. Pour moi, l'Eurodrone, c'était un drone plutôt aéroterrestre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit quelques armes qui sont plutôt orientées vers le sol. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire au-dessus de la mer? Alors, il a des capacités propres qui lui donnent une capacité à faire la surveillance maritime qui est assez exceptionnelle, je pense. C'est-à-dire qu'il y a des radars embarqués qui seraient dédiés à l'aéronaval? Dans le nez, il y a des radars qui ont des caractéristiques de détection au-dessus de la mer, qu'on peut encore adapter, qui offrent une couverture pas à 360 degrés, mais qu'on peut déplacer pour mettre dessous, sous le belly, pour avoir une couverture à 360 degrés. Il y a bien sûr l'AIS qui permet de détecter, d'interroger les bâtiments qui sont sur l'eau. Et puis en matière d'emploi, les capacités propres de l'avion avec ces deux moteurs permettent de circuler très loin dans la navigation aérienne, loin des côtes, sans étant loin d'une base. Donc ça c'est très précieux pour les pays qui ont d'immenses étendues océaniques à surveiller. C'est pour ça que le Japon a rejoint le projet? Ils sont très intéressés, il y a toutes les îles Kuriles. Et ils ont une problématique de surveillance de ces espaces qui est très importante et ça peut répondre évidemment à leurs besoins. Et puis ils commencent à avoir des caractéristiques qui finalement ne sont pas aussi détestables que ce que je disais dans les vidéos précédentes. Voilà. Peut-être que je finirai par les, mais c'est pas encore garanti. Voilà. Moi, je pense que ce sera un bel avion, il faut qu'il se construise, mais pour la surveillance maritime, indéniablement, ça sera intéressant. Et accessoirement, il ne faut pas faire l'Eurodrone ou les autres drones plus petits, il faut faire les deux aujourd'hui. Absolument. On arrive maintenant sur le H160. Où est-ce qu'on en est du H160? Alors l'H160, eh bien, on continue à faire le développement. Aujourd'hui, tous les systèmes militaires qui sont présents sur cette maquette ont été intégrés dans un démonstrateur pour faire toutes les vérifications aérodynamiques, la vérification du comportement de l'appareil. Cela inclut aussi les déviateurs de jet pour réduire la signature infrarouge. Et tout ça, ça a volé à Marignane. Et nous sommes en train d'assembler le premier prototype du H160M qui fera son premier vol dès l'année prochaine en version armée de terre. On va rappeler que le H160 à la base, c'est un hélicoptère civil validé 1 million de fois, coût d'exploitation plus faible, on l'adapte, on met tout ce qu'il faut à bord. Et vous vous souvenez, on peut même rajouter des pods dessus sur les côtés, donc c'est un appareil ultra modulaire. Ah voilà, complètement modulaire pour couvrir l'ensemble des missions, aussi bien du sauvetage, du transport de troupes, de la surveillance et de l'attaque au sol, de l'attaque maritime en fonction des besoins. Bon, on ne va pas faire un tour du cockpit, on a déjà fait une vidéo. Je vous renvoie vers la vidéo précédente dans laquelle on avait été voir justement le H160. Par contre, le VSR, on l'avait vu il y a 2 ans. Je vois qu'il y a des petits modules en plus. Qu'est-ce que c'est? Absolument. Donc là, aujourd'hui, sur Euronaval, ce qu'on présente, c'est un concept de lutte anti-sous-marine et de lutte modulaire. C'est-à-dire à partir de la version ISR que l'on connaît avec un radar et une boule optique, on présente ici des pods anti-sous-marins développés avec nos partenaires, Thales, Naval Group, CAE et Aresia, avec une capacité d'emport de bouée, type Sonoflash, et de charge d'attaque, de grenades anti-sous-marines, qui permet toute cette émission. Donc là, vous avez la bouée, la sonar qui se déroule, ça tombe dans l'eau, ça se déroule, il y a une petite antenne au-dessus, ça permet aux gens dans les patrouilles maritimes d'écouter ce qui se passe en dessous de l'eau. Il y a des oreilles d'or embarquées, vous croyez qu'ils sont que dans les sous-marins? Non, non, il y en a aussi dans les avions. Et là, ça c'est une charge anti-sous-marine. C'est pas encore la murène. Non, c'est une grenade anti-sous-marine qui permet, comme on avait dans la Deuxième Guerre mondiale, mais qui reste très efficace contre les petits sous-marins. On intègre aussi un détecteur d'anomalies magnétiques, nouvelle génération, pour confirmer la présence du sous-marin métallique sous l'eau. Donc tout ça s'est intégré dans le pod et on voit que… C'est une version ultra miniaturisée. Absolument, mais c'est la version qui existe. À mon époque, c'était 40 kg, MAD. Et voilà, là ça fait 1,8 kg. 1,8 kg. 1,8 kg, ça vole déjà sur hélicoptère, aussi bien aux États-Unis. Les Français l'ont testé. Ouais.
Les Français l'ont testé sur leur NFH. Hein. Ah. Voilà, donc ils ont fait un test. C'est quelque chose qui est très très performant. Et donc on vise à l'intégrer sur le VSR et peut-être dans le futur aussi sur le H160M. C'est l'objectif. Donc on a validé du MAD sur le NH90. Non. On a testé. La marine française a fait un test. Elle a Il fait faut un voir test. avec eux. J'attends. Il faut voir avec On eux. attend de voir dans quelques semaines, quelques années peut-être pour voir. Voilà, En ils tout ont cas, fait un test. 1,8 kg, ce serait dommage de s'en passer. Exactement. Parce qu'à l'époque, c'était quand même une charge utile qui était très Ouais, lourde. complètement. Derrière toi, je vois 2 drones. Bon, il y a quelques colonels autour, mais on va quand même aller. Donc là, ce sont des drones de plus petite taille. Hein. On est sur 16 kg pour l'Aliaka. Donc l'Aliaka, c'est un appareil fabriqué en France, à Pierre-Latte, une compagnie purement française, qui est en service dans la marine française sur des bateaux qui n'ont pas de plateforme d'hélicoptère, parce qu'on le lance avec une catapulte, on le récupère dans un filet, tout ça, ça s'installe en moins d'un quart d'heure sur le bateau, et ça permet de voler pendant 3 heures avec une caméra qui permet de donner les informations au bateau. La France qui l'opère sur ces bateaux en a racheté une certaine quantité parce qu'ils en sont très contents. Excellent. On va voir le Flex Rotor, c'est le dernier. On va né. voir le Flex Rotor. Une intégration américaine. Absolument. Flex Rotor est donc depuis le mois de mai une société d'Airbus. Hein, c'est une société américaine qui fabrique ce produit, qui a déjà plus de 4000 heures de vol en opération, aussi bien en Afghanistan que dans les mers du Golfe arabo-persique, qui effectue aussi des missions de surveillance de feu aux États-Unis. Et donc c'est un produit qui fait 25 kg, qui emmène 8 kg de charge utile et qui est capable de voler avec cette charge pendant 14 heures. Il décolle verticalement, sans assistance, automatiquement. Ensuite, il transitionne pour voler comme un avion à plat et il revient se poser verticalement. Il est capable de se poser dans une zone de 4 mètres par 4 mètres jusqu'à des mouvements de plateforme de 6 degrés sans problème. C'est-à-dire qu'il peut décoller d'un porte-hélicoptère, par exemple. Il peut décoller d'un porte-hélicoptère, il peut décoller d'un chasseur de mines, pas besoin de plateforme hélicoptère. Il peut décoller d'un camion. On peut l'utiliser aussi pour des opérations terrestres. Et c'est quoi du coup les petits capteurs qu'on a au bout là? Alors ce ne sont pas des capteurs, ce sont des hélices qui permettent de contrôler l'axe de lacet lorsqu'on est en mode de vol vertical. Et donc ça permet de contrôler l'appareil. On a une manœuvrabilité jusqu'à 27 nœuds de vent dans toutes les directions, simplement grâce à ce système. Et ce que l'on voit aussi, c'est qu'au lieu d'avoir 2 pales comme beaucoup de systèmes, il n'en a qu'une. Pourquoi? Parce que quand on est en vol d'avancement, la traînée est fortement réduite et donc les performances sont bien meilleures. Excellent. Bah écoutez, vous voyez les amis, chez Airbus, ça innove, il y en a dans tous les domaines, que ça vole haut, bas, au fond de l'eau, avec des réacteurs, tout. Dans tous les Avec sens. des équipages ou sans des équipages, on est présent sur tous les fronts. Allez, un grand merci. Merci.